després d'aquestes magnífiques intervencions, tal com hem dit al principi, l'estructura de l'acte, obrim un torn de paraules. Queden aproximadament uns 25-30 minuts pel col·loqui. Per tant, doncs, agrairia que tothom qui vulgui intervenir aixequi la mà i que intenti respectar l'ordre d'una banda i d'altra banda, sí, hi ha un micro que ja passarà, i d'altra banda potser també la gent que intervingui que indiqui si la pregunta va adreçada al senyor Seyed Latouche, a Jean-Louis Prat, a Santiago Vilanova o a qualsevol persona dels que han intervingut aquí a la taula, exactament, també pot ser però que ho facin constar, que ho detallin, sisplau. Així doncs, comencem el col·loqui. Qui és la primera paraula? Primer, segona, sí. Espin el micro, sisplau. La primera pregunta, volia fer dues preguntes. La primera seria, aviam, un dels objectius que m'ha semblat que quedava clar era que era una necessitat reduir l'atur, no? Llavors, com es pot fer de reduir l'atur amb el decreixement? Aquesta seria la primera pregunta, perquè entenc el decreixement com a produir menys, gastar menys, produir menys, i per tant a mi em dóna la sensació que això porta a més atur. Per tant, com solucionaria l'atur? Aquesta és la primera pregunta. Faig la segona també? Potser anem una a una, no? Sí. Seyed Latouche ja té la traducció en francès, per tant... És una qüestió per tu. Non, mais c'est un peu délicat de répondre à la première question parce que c'était l'objet de ma deuxième partie où j'ai justement expliqué pourquoi et comment la décroissance était la solution du chômage. Parce qu'à l'heure actuelle, la soi-disant croissance, qui est une croissance mais absolument incroyable, de voir que nos gouvernants parlent d'un taux de croissance du produit intérieur brut de 0,4% ou 0,5%. On dit non, ça ne sera pas 0,5%, ça sera seulement 0,3% ou bien ça sera 0,6%. Tous ceux qui ont fait des statistiques savent à quel point c'est absolument ridicule, absurde, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, pour pouvoir créer des emplois, il faudrait un taux de croissance de 3 à 4% au minimum, même avec 3 ou 4%, il faudrait environ 50 ans pour retrouver le plein emploi. Donc, on ne peut pas compter à l'heure actuelle sur la société de croissance pour résoudre le problème du chômage. Diu que, tradueixo aquesta primera part, que diu que de fet el per què i el com és la solució a l'atur ha estat objecte de la segona part de la seva intervenció. Diu que amb els creixements que hi ha en aquests moments de producte interior brut del 0,4 al 0,6% són absolutament ridículs i que de tota manera això demostra que no s'està creant ocupació amb aquests creixements, que es necessitaria creixements mínims del 3 o del 4% i que estem doncs, molt i molt lluny d'assolir-los. Donc il s'agit de construire une société comme toutes les sociétés de l'histoire sauf la nôtre qui crée des emplois sans accroître la production indéfiniment et sans détruire la nature. Et comment on peut faire ça? Tout simplement, d'abord, en empêchant les emplois d'être détruits, en recréant des activités locales par l'autosuffisance. Produire un pays, comme disait Keynes, doit produire au moins 80% ce qu'il consomme. Bon. Ensuite, alors, la reconversion de l'agriculture écologique, etc., créerait des millions d'emplois, la relocalisation créerait des millions d'emplois, et enfin, la réduction du temps de travail, de manière que tout le monde travaille. Keynes pensait qu'on produisait suffisamment pour pouvoir travailler 2 à 3 heures par jour seulement. Dans son perspective économique pour les petits-enfants, il dit, dans les années 2000, les nôtres, on n'aura pas besoin de travailler plus de 2 ou 3 heures par jour. Résultat, on n'a pas du tout fait ça. Donc c'est un changement complet de société.
intentaré resumir. Es tracta de construir una societat que creï ocupació sense decréixer i sobretot sense destruir la natura, i ell doncs parla de 3 punts concretament: crear activitats autosuficients, fer una reconversió de l'agricultura cap a agricultura ecològica. Creu que això doncs crearia moltíssima ocupació, a part doncs de ser un sistema molt més sostenible a nivell ambiental, i finalment reduir el temps de treball. Diu que estem molt lluny d'aquella perspectiva econòmica que parlava, que es podria doncs acabar treballant 2 o 3 hores. Estem llunyíssim d'aquesta perspectiva i per ell és importantíssim aquest element. Moltes gràcies. La segona pregunta era aviam si totes les propostes de creixement serien vàlides també per als grans països del tercer món, tot l'Àfrica, tota la Índia, la Xina ja diguem estaria una mica, si aquests països tan pobres, tan miserables, que la gent marxa perquè no poden viure, si aplicant-los el decreixement doncs també la cosa milloraria. Alors, bien évidemment, quand je vais en Afrique, je ne vais pas dire aux Africains dont l'empreinte écologique, par exemple le Burkinabé a une empreinte écologique qui est 1/10 de l'empreinte écologique soutenable. Donc évidemment, les Africains ont le droit d'accroître leur empreinte écologique. Mais si une société basée sur la logique de la triple illimitation va vers la destruction, c'est vrai aussi pour l'Afrique, comme c'est vrai pour la Chine. On le voit, les Chinois d'ailleurs en sont conscients. Donc évidemment, sont déjà dans une société de croissance, mais ils sont du mauvais côté de la société de croissance. Donc la solution pour l'Afrique ne passe pas par la décroissance, elle passe par la construction d'une société soutenable et qui produit ce dont elle a besoin. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que nous continuons toujours, bien évidemment, à piller l'Afrique. Il suffit de penser que nous, occidentaux, qui sommes moins de 20% de la population mondiale, on exploite 86% des ressources de la planète. Ça veut dire qu'il faut bien qu'elles viennent quelque part. Donc nous pillons les richesses halieutiques de l'Afrique. Les chalutiers espagnols vont draguer les fonds du Sénégal et de l'Afrique. Nous pillons les forêts et les bois africains. Nous pillons toutes les ressources africaines. Et en plus, maintenant, on achète des millions d'hectares de terres africaines pour produire dans l'avenir face à la crise qui se dessine. Intentaré resumir també. Àfrica doncs, també pateix aquesta petjada ecològica, parla de Burkina Faso concretament. El problema de l'Àfrica és que són societats que creixen, però que creixen pel mal costat del creixement. Diu que el que ha explicat pensa que és cert per l'Àfrica, és cert per la Xina, i que el que es tracta és que el creixement que facin aquestes societats en aquest tercer món sigui un creixement d'una construcció de la societat en un sentit sostenible, que produeixin per les necessitats i no pas que produeixin perquè nosaltres, els occidentals, doncs anem allà a fer-hi el pillatge que anem a fer. Diu que els occidentals explotem el 86% dels recursos del planeta, que veiem com cada dia vaixells espanyols de pesca doncs pesquen a Senegal, i com cada dia explotem doncs els boscos dels africans, explotant d'aquesta manera els seus recursos i impedint-los d'aquesta manera de créixer en el sentit bo de la paraula. Gràcies. Bon soir i bona nit a tothom. M'ha agradat molt aquesta conferència i la veritat és que estic molt d'acord amb el que s'ha dit. La meva pregunta primera com a mínim és, som molt dolents amb els noms, a vegades ni me'n recordo del meu, és el primer conferenciant, el senyor Sergi Latouche. És que a veure, dintre del que estic d'acord amb el que s'ha dit, jo el que trobo, i no sé si soc l'únic, és un problema greu. I agafaré el símil que ha fet, que és una bicicleta que realment està fugint cap endavant. Jo estic convençut de que el decreixement és una meta que s'ha d'assolir. El que passa és que abans que aquesta bicicleta torni cap enrere, potser s'ha d'aturar, i en el moment de l'aturada potser cau.
i de tota l'aplicació agafaré el que considero que potser seria el més perillós, que és l'últim punt, quan ha parlat de que hem de recuperar el diner dels bancs. Tenim en compte que el model econòmic actual s'està basant en una moneda que no és la moneda legal, els bitllets que tenim, sinó la moneda fiduciària, aquesta moneda que fabriquen la banca privada i que es fabrica precisament amb deute i que això representa un increment d'interessos que es retornen i això és exponencial, i tenim en compte que el model econòmic se basa en aquest sistema, pensa que és possible canviar de model que no sigui d'una manera traumàtica? Jo estic convençut, de fet, fa uns anys vaig llegir un informe que sembla que té una data crítica, que és el 2050, que això passarà, o ho fem d'una manera com ha dit vostè, o simplement passarà d'una manera molt traumàtica. Jo la veritat és que no he trobat ningú que realment digui si això pot passar d'una manera no traumàtica. Il a trouvé personne qui pense qui disent que ça va passer d'une façon pas traumatique. Alors la demande, c'est quoi exactement? Si le changement va se produire d'une façon traumatique ou pas. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut entendre par traumatique. J'ai dit que on ne pouvait pas promettre d'une politique qui ne soit sans des larmes, de la sueur et du sang. Mais ça, nous l'avons déjà. Alors le problème, traumatique pour qui? Certainement, ça sera traumatique pour les banquiers, pour les firmes multinationales, pour un certain nombre de gros capitalistes qui touchent des stock options ou des golden parachutes. Bon, mais pour le peuple grec qui a vu son niveau de vie diminuer de 30 ou 40%, ça sera sûrement pas traumatique. Ça ne peut que être amélioré. Alors, il est vrai que nous sommes devenus toxicodépendants de la société de consommation. Nous sommes des addicts des gadgets, du téléphone portable, de toutes sortes de choses dont on n'a pas besoin. Et donc, comme les drogués, nous préférons continuer à fréquenter notre dealer plutôt que d'entreprendre une cure de désintoxication. Mais quand on est arrivé au stade où sont arrivés les Grecs, là on sait qu'on n'a plus le choix. Que potser sí que si hem de resumir tant no hi arribarem. Diu que no sap què vol dir exactament això de traumàtic, diu que sense llàgrimes i suor evidentment que no hi ha res, però que en tot cas per qui sí segur que serà traumàtic és pels banquers, per les multinacionals, pels grans capitalistes, pels que controlen les stock options, que per aquests segur que sí que serà traumàtic. Pel poble grec que ha vist com de cop i volta es disminuir el seu poder adquisitiu d'un 30 o 40%, diu que pitjor no pot ser-ho. Per tant, estem funcionant, diu, com els toxicodependents de les societats de consum. No sabem passar-nos del mòbil, som addictes a objectes que són perfectament prescindibles i fem igual que els drogadictes, que preferim el camell que la cura. Allà? Sí. Serge, ici c'est Federico. Donc, moi je voulais bien te poser une question sur deux personnages catalans. Le premier c'est Santi Vila, qui c'est l'actuel ministre de l'Environnement catalan, qui est une partidaire de la décroissance très ouvertement et qui a fait une intervention au Parlement catalan à la finale de l'année dernière, en parlant de la décroissance, en disant que ça c'était un débat qu'il fallait avoir. Donc dans la perspective que Santi Vilanova a commenté avant, si on est rentré dans cette phase de stagnation systématique, donc est-ce qu'on peut imaginer que non pas seulement la gauche mais aussi la droite s'intéresse à la décroissance, et donc comment on peut nous se relationner avec cet effet? Et la deuxième question, c'est plutôt courte, c'est plutôt si tu penses que l'action de... Anem una per una, si digues. Esperem que contesti primer Bé, faig en aquest cas, no sé si tothom l'ha entès, en tot cas el que preguntava en Federico deia que
hi havia un conseller de la Generalitat, en Santi Vila, que ja havia parlat de decreixement i que a veure si això era possible tant des de l'esquerra com des de la dreta. Vull répondre. Bon. Alors, je ne sais pas si la demande c'est de... Est-ce que la décroissance peut intéresser aussi la droite? C'était ça la demande? Era aquesta la pregunta, Oui. oi? Si el decreixement també podia interessar a la dreta, oi? Je crois que la décroissance détruit largement la pertinence de l'opposition droite et gauche, dont on ne sait plus très bien ce qu'elle signifie. Et effectivement, il y a des gens de droite qui sont favorables à la décroissance, parce que le constat que nous allons vers une destruction de l'humanité, on peut le faire qu'on soit à droite ou à gauche. Je pense que c'est pas Alors, est-ce que simplement dans le programme, dans le changement de société, généralement l'opposition historique entre la droite et la gauche, c'est que la gauche était plus porteur des valeurs d'égalité, donc de redistribution, et la droite plus de valeurs de liberté, pas forcément d'ailleurs de la libre entreprise, mais de liberté, et donc s'intéresser moins aux inégalités. Donc ça, c'est des problèmes. Mais si on pense que de toute façon le projet ne peut se mettre en œuvre que sous une forme véritable de démocratie, alors à ce moment-là, c'est des sujets qui sont débattus directement par le peuple, indépendamment du fait qu'on soit de droite ou de gauche. Les choix peuvent se faire, par exemple, s'il s'agit de déterminer pour la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou d'un barrage dans tel endroit qui va détruire l'environnement. Il n'y a pas de raison de refuser l'appui des gens de droite s'ils sont contre ces grands travaux inutiles et nuisibles. Diu que el decreixement d'alguna manera destrueix aquesta oposició dreta-esquerra, que no sabem, diu ell, què significa, i que hi ha un constat de la destrucció de la humanitat, que davant d'aquesta constatació tan palesa doncs es perd, es dilueix aquesta oposició entre dreta i esquerra, que l'esquerra ha estat tradicionalment, històricament, més per la igualtat i la distribució, i la dreta per la llibertat en el sentit de la lliure empresa, però que de totes maneres el decreixement és un projecte que està indissociablement lligat a una forma veritable de democràcia, que per tant que pel poble que hauria d'estar pel decreixement no compta aquesta oposició dreta-esquerra, que quan acaba amb l'exemple de la possible construcció d'un aeroport que provocarà una destrucció del medi, doncs aquí no hi ha dreta o esquerra. La segona pregunta. Sí, la segunda pregunta, qui c'est plutôt courte, c'est si tu penses que l'action de désobéissance financière d'Henrik Durán, un très connu activiste pour la décroissance catalane, que peut-être on sait qu'il avait exproprié 500 000 euros à des différentes entités bancaires espagnoles, si tu penses que ça va dans la direction de ce que tu appelles réappropriation de l'argent, et si tu penses qu'il faudra appuyer le fait qu'Henrik Durán peut retourner à Catalunya en liberté. Merci. Federico demana si Sergi Latouche pensa que l'actuació d'Henrik Durán, activista pel decreixement català, va en el sentit de la lluita pel decreixement, i concretament posa el cas de un dels punts de la intervenció de Sergi Latouche, que era aquest de l'apropiació del diner. Alors, en théorie, la désobéissance financière, si on pouvait la mettre en œuvre, oui, ça serait très très bien, parce qu'effectivement, il s'agit de se réapproprier un pouvoir fondamental pour le fonctionnement de la société actuelle. Le problème, ça a été aussi tenté en France, on a lancé des slogans, retirer son argent de la banque, etc.
la routine est tellement forte que ça marche pas. Ce qui marche en revanche, c'est assez quand même intéressant, c'est les expériences de monnaie alternative ou de monnaie complémentaire, en particulier quand c'est lié à un projet de changement radical. Je pense à ce que fait mon ami Rob Hopkins en Angleterre avec le mouvement des Transition Towns, des villes en transition, instaurer essayer de reconstituer une économie résiliente avec une monnaie locale. Je pense que ça peut être très intéressant. Et à un moment, évidemment, il y a un moment où il y a une confrontation inéluctable avec le système, avec la Banque centrale, avec les autorités. Bon, là, c'est un combat titanesque, cette affaire-là. En teoria la desobediència financera estaria molt bé, però diu que és difícil que funcioni aquesta reapropiació del poder fonamental del diner, que retirar els diners de la banca està molt bé però que difícilment funciona, que en canvi el que ell creu que funciona millor són projectes alternatius, com aquest cita ell de les ciutats en transició que tenen lloc a Anglaterra amb la instauració de moneda local, que la confrontació en definitiva amb el sistema i amb els bancs és ineluctable. Je voudrais ajouter que la maison d'édition qui publie la collection là, sur les précurseurs de la décroissance, donc s'est surtout fait connaître en publiant une autre collection auparavant qui s'appelait la collection des désobéissants. Donc il y avait toute une série, désobéir au nucléaire, désobéir à l'État, désobéir... Et l'un des petits livres, c'est désobéir à l'argent. Mais je dois dire que désobéir à l'argent, c'est pas facile. Moi, je suis un partisan de la désobéissance civique et civile, hein, mais mettre en œuvre la désobéissance à l'argent, il faudrait pouvoir le faire, mais c'est pas quelque chose de simple. On n'a pas un mode d'emploi vraiment précis. Diu que l'editorial que publica els llibres sobre el decreixement ha publicat també uns quants llibres sobre la desobediència a l'Estat, la desobediència als diners, però que ell, que és un ferm partidari de la desobediència, reconeix que la desobediència monetària no és fàcil, que és difícil posar-la en marxa. Hola, bona tarda. Només m'agradaria saber si al final s'aconseguirà aturar l'acord de TTIP transatlàntic, Europa, Estats Units, amb el Japó i diferents països asiàtics. Je ne suis pas prophète, j'espère qu'on réussira, mais ce qu'il y a de terrible, parce que cette bataille, elle n'est pas d'aujourd'hui. On s'est battu contre l'Uruguay-Round, on s'est battu, mais bon, on a gagné à chaque fois, mais on finit toujours par perdre parce que la machine, cette méga machine, elle continue, donc on croit qu'on a gagné une bataille, mais on a perdu la guerre. Et donc je suis très, très, pas du tout optimiste. Je pense que tant qu'on n'aura pas coupé les 7 têtes de l'hydre de Lernet, on n'aura pas réussi vraiment à arrêter la méga machine. Diu que la batalla no és d'avui, que s'ha guanyat cada vegada, però que es guanya la batalla i es perd la guerra, que la batalla creu que sí que es guanyarà, però que la guerra no està segur. Diu que fins que no s'aconsegueixi de tallar els 7 caps de l'hidra, que no podrem considerar que haguem guanyat la batalla definitivament. Va, doncs, era l'última pregunta, doncs, en principi, és l'hora, hem quedat al principi fins a les 10. Recordar, doncs, ara anem ja per cloure l'acte, recordar, doncs, que el Fòrum de Debats 25è aniversari, que la gent que sigui aquí, que encara no ens conegui com a entitat, com a associació, pot emplenar aquests fulls o tríptics que hi ha a la sortida i de demanar informació sense cap mena de compromís, o bé associar-se a l'entitat, perquè com més socis tinguem, més garantida estarà la independència de la nostra associació. Dit això, organitzem conferències, tertúlies, sortides i altres tipus d'activitats, i tothom sap que el Fòrum de Debats, tothom sap que tenim 25 anys, que és una entitat absolutament plural,
tant des del punt de vista ideològic com dels temes que tracta. Dir-vos que el proper acte, la primera conferència serà, com ja saben, és cada 2 setmanes, cada 15 dies. El proper acte, doncs, es titularà Arrels energètiques d'aquesta crisi sistèmica i anirà a càrrec d'Antoni Turiel, que és físic, matemàtic i científic titular de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Aquesta conferència tindrà lloc d'aquí 15 dies, 24 d'abril, divendres a les 8 del vespre, en aquesta mateixa sala. Com és lògic, tothom hi està convidat. I finalment, doncs, ara sí que ja només en resta agrair l'assistència de tothom avui aquí, una nombrosa assistència, doncs, en la conferència i l'activitat del Fòrum de Debats d'avui, la col·laboració de totes les persones que hi ha a la taula, Santi Vilanova, doncs, per les gestions que ha fet per tal de fer possible aquest acte, el Pep Palau per la seva extraordinària traducció, que crec que tothom qui vulgui, doncs, ha de saber valorar adequadament, que al mínim per part nostra, per part meva, doncs, crec que ha estat una cosa molt a tenir en compte. I naturalment també i especialment, doncs, el senyor Jean-Louis Prat, diguem-ne, per la seva intervenció filosòfica i finalment, com és lògic, i molt especialment també per part del senyor Serge Latouche, del qual, doncs, ens ha ofert una autèntica lliçó magistral i que hem tingut el privilegi de poder escoltar avui aquí en directe. Moltes gràcies a tothom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Latouche. À bientôt. À bientôt.